Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ingénieure, experte maritime, avec un parcours solide, passionnée de mer, de voile, de bateau, d'écologie, c'est aussi qui elle est. Si elle est sortie de l'INSA Lyon, navigatrice, ingénieure en génie mécanique, a aussi écrit il y a quelques années un carnet de voyage, édité chez Grammont, au titre révélateur, Les yeux dans l'océan. Dans le livre, elle raconte notamment pourquoi elle aime le bateau. On discute avec cette Montpelliéraine exilée à Lorient. On est emporté par son enthousiasme, sa farouche volonté et cette bonne et douce humeur communicative. Elle a aussi dans ses bagages une sacrée particularité. Dans les années 90, elle a fait partie de l'équipe de France d'escrime. Autant vous dire que la rigueur et l'engagement, son prénom signifie lumière et elle en dégage beaucoup. En 2019, elle crée la société Ocean First, trouver des solutions pour rendre la navigation plus éco-responsable à base de systèmes, joli clin d'œil. Ces expériences d'ingénieure et de navigatrice peuvent aujourd'hui se mêler et se nourrir l'une de l'autre. À 44 ans, elle s'est aussi offert une parenthèse magique. J'ai fait les JO, dit-elle. Cet été, elle était bénévole à Marseille pour les épreuves de voile, pilotait les Zodiac Press, était responsable de la sécurité. Dans l'équipe, il y avait aussi un certain Thomas Rouxel. L'enthousiasme, toujours. La passion, encore. Luce Molinier est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Luce, comment vas-tu? Oui, bonjour Hélène, bonjour à tous. Écoute, merci. Et écoute, je vais bien. J'ai retrouvé ma Méditerranée pour quelques jours, en plein soleil à La Ciotat, donc je suis super contente. Voilà, et tout va bien. Raconte-nous un peu l'environnement dans lequel tu es, parce que ça pourra expliquer à nos auditeurs aussi un peu pourquoi il y a des petits bruits à droite et à gauche. Parce qu'on croit que dans le sud, on est super connecté, ultra connecté. Et en fait, là où je suis, c'est un peu ravitaillé par les corbeaux ou les mouettes ou les goélands, je sais pas. Et donc, on galère un peu sur le réseau, mais j'espère que d'ici une semaine ou deux, tout sera résolu. Mais je remercie Hélène pour sa patience, pour la connexion. Et ton voisin, et puis on entendra peut-être des trains passer, mais voilà, on sera dans Oui, voilà. l'ambiance de ton environnement, et puis on entend les oiseaux, on sent la chaleur, ça fait du bien parce que voilà, l'automne est en train de bien s'installer. Alors, dans le sud, pas encore. Chanceuse. Je vais commencer avec ma question rituelle. Luce, si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds? Qu'on a toute notre place dans la voile, que ça reste quand même un besoin de volonté, d'acharnement pour pouvoir quelque part se faire une place. Moi, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas toutes ces
Z, soutien, programme, etc. C'est vachement bien parce que je suis dans une tranche d'âge d'Isa, Yosk, Sam Davis, où on était très peu quand même. Donc ça fait du bien de voir autant de filles au départ, des copines, et puis dans le milieu technique aussi, que y ait Cécile et qui est des jeunes, Mini aussi. Mais c'est vrai que par contre, comme ça se court à armes égales et que c'est un des seuls sports où les sexes sont mélangés, et ça c'est vachement bien. Donc voilà quoi. Il faut rien lâcher par contre, rien lâcher jamais. Ça évolue. Ça évolue dans le bon sens, ouais, carrément, ça évolue dans le bon sens. C'est moins difficile pour une femme aujourd'hui, je pense, d'intégrer un équipage en IRC, etc., qu'il y a quelques années. L'accessibilité à la course au large, ça a vachement évolué parce que moi, je connais plus ça que la voile olympique, où je pense que là, il y a des spécialistes qui pourront en parler plus. Mais oui, ça évolue dans le bon sens. Après, c'est comme partout, hein, faut rien lâcher. Tu dis, moi, il y a une vingtaine d'années, voilà, on n'était pas nombreuses. Il y a un petit regret de se dire que je suis née trop tôt? C'est ça. Oui, oui, je suis trop vieille. Oui, oui, il y a un petit regret effectivement parce que c'était quand même vraiment grâce à des soutiens de ma famille, des soutiens des amis de mon père. J'ai accédé à la course au large, au Tour de France à la voile. J'ai été soutenue par Jean-Yves Christian Dumas, Bernard Malaret, les gars de l'INSA aussi, parce que j'étais de la génération de François, juste un peu plus vieille, mais voilà, donc c'est vrai que François Gabard. François Gavard, ouais. Voilà, grâce à tous ces gens-là, c'est sûr que t'es soutenu, t'es poussé, t'es encouragé, mais il faut trouver des financements. Et là, pour courir, hein, c'était vraiment ça. C'était si t'as pas ton propre projet, t'embarques pas, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai acheté mon Mini pour pouvoir avoir mon propre projet et courir. Et j'ai commencé à la Ciotat, le Mini justement, et la ville me soutenait. Donc c'est un beau clin d'œil 20 ans après aussi. Là, tu parles du côté, de navigatrice que tu es. Il y a aussi le côté, ingénieur, faire sa place aussi dans ce milieu-là, c'était compliqué il y a 20 ans, jouer des coudes? Il fallait jouer des coudes? Ou moins finalement? Non, j'ai pas eu l'impression ça. Ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça moins dur, moins compliqué. Après, j'ai toujours quand même évolué dans un milieu plutôt. J'étais un peu garçon manqué peut-être. Donc après, j'ai fait des études techniques. On n'était que 5 en mécanique à l'INSA sur 150. Je sais pas, ça m'a jamais choqué au niveau du métier d'ingénieur, non, ou du milieu d'architecture ou d'expert. C'est sûr qu'on n'est pas beaucoup en France de femmes experts maritimes, mais ça évolue aussi. Allez, on va revenir, à l'origine. Comment est-ce que ça commence ton histoire d'amour avec, la mer et la voile, Luce? Alors la mer, depuis que je suis tout bébé, hein, puisqu'à 3 mois, je crois que je fais une traversée de Montpellier en Corse sur le bateau de mes parents. Et après, vous allez rigoler les Bretons, mais j'aimais pas du tout me mouiller à aller faire de l'optimiste à Carnon. Donc ils ont essayé pourtant. Et du coup, ensuite, ça a été l'escrime et c'est des croisières familiales en Méditerranée, les îles Porquerolles, etc. Et puis au décès de mes parents, en fait, ça a été sûrement quelque chose pour me rapprocher de ce que faisait mon père, parce que mon père avait un quarter, il naviguait beaucoup, il régatait beaucoup, et peut-être que c'était une façon aussi de me rapprocher d'eux, je sais pas, et puis après c'est parti. Voilà, ouais. Tu as dit finalement beaucoup de choses dans cette première réponse, Luce,
Allez, on va aller creuser un peu. Alors, il y a l'escrime, il y a tes parents. Alors c'est vrai que, l'escrime, il y a ce truc un peu dingue, d'avoir été en équipe de France, pendant 2 ans, je crois, hein, 96-98? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais junior, je faisais du fleuret. Je suis la génération Astrid Guyard, Brice Guyard? Guyard. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est des potes d'enfance, quoi. Même encore aujourd'hui, même si on se croise ou qu'on se voit plus trop. Et malheureusement, je me déchire le fessier en 98, 2, 3 mois après, je crois, l'accident d'avion de mes parents. Et j'ai jamais, la fédération a été géniale. Elle m'a gardé ma place, mais j'étais plus haut niveau un an après, parce que c'était relativement grave. Et du coup, j'ai changé de sport. L'INSA a accepté aussi parce que j'étais rentrée en section sport-études quand même escrime et puis ça s'arrête. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on te garde en sport-études, mais par contre, il faut trouver un autre sport. Et ça a été la voile, Tour de France à la voile. Et c'est réellement là, grâce à tous mes camarades de l'INSA, Ronan Andréano, Florent Gagiro, Bruno Barbarin, c'est tous ces skippers-là qui faisaient de la voile légère qui m'ont appris et j'ai connu le large et puis j'en ai fait une dizaine de fois, je crois, du coup. Tu parles du décès de tes parents qui, vont tragiquement disparaître dans un accident d'avion, tu viens de le dire. Hem, on bascule comment dans ces moments-là? Et puis tu dis que la voile, en fait, c'était voilà, aller retrouver ce monde-là pour rester pas un petit peu avec eux encore? Ouais, c'était un petit peu ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'était vraiment pour rester un petit peu avec eux, surtout avec mon père. Comment on bascule? J'avais 18 ans. Du jour au lendemain, t'es adulte, quoi. Et c'est toute une éducation. C'est peut-être aussi la rigueur de l'escrime, le goût du travail, la volonté, l'acharnement. Après, c'est des caractères, hein. C'est marche ou crève. C'est moche ce que je dis, mais il y a vraiment pas trop le choix, en fait. La vie te laisse pas le choix et t'es soutenu aussi grâce à tout le monde qui m'a soutenu. Et puis j'ai ma sœur qui était ma petite sœur et pour ça tu lâches pas non plus, quoi. Enfin, en tout cas moi j'ai pas lâché, même si et l'INSA m'a beaucoup soutenu. Ouais, ça a été ma deuxième famille, quelque part. Dans quel sens? Dans le sens du collectif. Ma classe de sporette, on était qu'une classe et on se connaissait pas, hein. Je suis rentrée 3 jours après l'accident à l'INSA et tout de suite il y a eu ce mouvement de générosité, d'empathie, même pas et pas d'apitoiement, et qui a fait que on était une équipe et je faisais partie de l'équipe même si on se connaissait pas et il fallait y aller, quoi. Donc après les profs, l'administration, bah, j'avais eu besoin de quelques heures de soutien quand même. Et ils m'ont jamais lâché la main, quoi. Ils m'ont accompagnée jusqu'à ce que j'ai mon diplôme et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je collabore avec l'INSA Rennes parce que c'est plus proche, pour transmettre et parce que j'essaye de rendre un peu ce que l'INSA m'a donné, quoi. Mmh. Quand tu rentres, à l'INSA, donc il y a les deux pans de ce que tu es, à savoir, la future ingénieure et la navigatrice. Alors d'abord, heu, tu as quoi déjà, en tête? Pourquoi l'INSA? Pourquoi le génie mécanique? Alors je précise à nos auditeurs, auditrices que tu dodelines un peu de la tête, tu soulèves même, les sourcils. C'est-à-dire quoi? Il y avait pas vraiment d'idée au départ? Alors il y avait aucune idée. En fait, j'avais une maman assez stricte, agrégée de maths. Et moi, je voulais faire fac de sport parce que j'étais en équipe de France d'escrime et je voulais continuer l'escrime et tout ça. Et elle m'a dit c'est hors de question. Et en fait, c'est elle qui m'a inscrite à l'INSA. Et quand j'ai été prise en sport-études à Lyon, elle m'a dit bah voilà, tu vas pouvoir faire de l'escrime et tu vas aussi pouvoir faire des études. Et c'est pas que être prof de sport, mais elle voulait que je sois, elle voulait pas que je sois prof de sport, voilà. Elle trouvait que j'avais plus de capacités et du coup
j'étais inscrite dans les 2 et quand ils sont partis, j'ai dit: «Bon, elle voulait que je fasse ça», j'ai fait ça. J'ai été sage jusqu'au bout. Et après ça m'a plu, hein, mais j'aurais pas tenu une prépa classique. Heureusement que c'était une prépa intégrée quand même. J'avais pas le niveau pour faire une prépa classique. En tout cas, j'avais pas envie, quoi. Mais non, au départ, et le génie mécanique, je crois que c'est un peu, et mon métier aujourd'hui, je crois que c'est quand même un peu pour expliquer, comprendre ce qui peut se passer quand il y a des avaries, des accidents, des sinistres. Et ça, je pense que c'est quand même lié à mon histoire. Ouais, personnelle, du coup. Parce que c'était vachement intéressant, au-delà du tragique, de revoir comment c'est reconstitué, tout ce qu'on fait pour comprendre. Et ça m'a marqué, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et tu es présidente de l'assaut de voile, après avoir, changé de sport, hein, puisque donc tu nous as dit au début c'était sport études, escrime et puis l'escrime non, ça s'est arrêté avec, la blessure notamment aussi et puis, il a s'agi de changer de sport. Qu'est-ce que tu, à l'époque, qu'est-ce que tu trouves dans ce sport-là? Qu'est-ce que tu trouves dans la voile? J'ai lu pas mal de choses sur le fait que, voilà, le large, il y avait un truc qui t'appelait quand même, ça avait l'air de vraiment te parler. C'est une liberté. C'est la liberté. C'est vraiment les grands espaces et on est face à soi-même et on est responsable que de soi-même. Je parle en solitaire. Hein. Ou en équipage réduit, t'as un échange fort et une confiance à avoir dans l'autre, hein, parce que quand t'es dans le carton et qu'il y a beaucoup de vent et que l'autre est dehors et que toi t'essayes de dormir et que tu sais pas s'il s'attache, c'est sûr que c'est un stress, donc il faut avoir confiance et tu mens pas au large. Tu peux pas te mentir, le large te ment pas non plus, quoi. Je sais pas, c'est une vérité, quoi. Et c'est une proximité avec la nature et les éléments. Tu revis un rythme très primitif et il y a quelque chose de reposant là-dedans, en fait. Ça t'a reposé, je mets des gros guillemets à ça bien sûr, mais je rebondis sur tes mots à toi. À l'époque, est-ce que ça a adouci un peu, ça a soigné un peu, ça a fait du bien? Autant qu'on puisse faire du bien, dans un contexte pareil. Oui, ça adoucit complètement, ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a apaisé. Ma colère, mon incompréhension, parce que je bouillonne quand même. Je suis quelqu'un du sud, au final, exilé en Bretagne, mais quand même du sud, quoi. Et donc, ouais, ça apaise, ça apaise. Tu peux crier à la terre entière et tu vas enquiquiner personne, quoi. Sauf les dauphins, peut-être, mais oui, voilà. Et surtout, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu fais une mauvaise trajectoire, si tu fais un mauvais changement de voile, si tu déchires, tu casses quelque chose, et ben c'est ta faute. Et du coup, j'avais peut-être besoin de retrouver ça aussi. C'est que ce qui m'arrivait, c'était que moi et je maîtrisais entre guillemets ou pas, mais je maîtrisais beaucoup plus. Et donc, de se rendre compte qu'on peut quand même maîtriser des choses, c'était important à ce moment-là, je pense. Quand tu sors de l'INSA, il y a le diplôme, en poche. Mmh. Il y a une belle expérience aussi qui a commencé à s'accumuler en voile. Il y a quoi dans ton idée à ce moment-là? C'est arriver à, concilier les 2. C'est, se dire, «Je vais être navigatrice, à 100 qu'est-ce qui se présente à toi à ce moment-là? Non, en tout cas, enfin, oui, naviguer, mais garder un pied sur terre, un pied à terre plutôt, parce qu'on a besoin d'ancrage. Et en tout cas, moi, j'avais besoin et de stabilité et que peut-être mon éducation encore qui fait que tu que vivre de la voile, c'était pas envisageable dans mon esprit, quoi.
c'est pas un vrai métier, quoi. Enfin, il y avait de ça dans mon éducation. C'est pas un vrai métier, etc. Et je suis encore un peu psychorigide sur des valeurs comme ça qu'elle m'a laissées ou qui m'ont laissé. Et donc, j'ai toujours fait un peu les deux. Et j'ai tenu toujours à faire un peu les deux. Alors, effectivement, des fois avec un peu de regret parce que, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de projet à moi, mais parce que ça coûte tellement cher et donner le sens pour que moi j'aille naviguer toute seule, etc. Ben, je retrouve pas totalement mon compte aussi. C'est tellement d'engagement pour les entreprises dans une situation actuelle économique. Donc, ben, je renavigue en équipage réduit, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si j'avais pu faire du 40 pieds, mais bon, c'est comme ça, le Covid est passé. La course au large en double mixte au JO, ben j'étais avec Seb Marseille quand Seb même. Marseille, ouais. Ouais, voilà. Et puis ben on s'était bien engagé là-dedans, la démarche. Et puis ben ça s'est pas fait. Donc ma deuxième possibilité éventuellement de participer au JO, c'était pas possible. Et du coup j'ai été volontaire, comme ça je les ai quand même fait. C'est quoi ton premier boulot quand tu sors de l'INSA, Luce? Mon premier boulot, quand je sors de l'INSA, c'est aller chez Areva Challenge. Ça a pas duré longtemps parce que pour la coupe à Valence, ça a duré un mois ou deux. Et après, j'ai intégré direct le cabinet Vaton, design sur le calcul de stable sur un projet de bateau à grande vitesse et c'était à La Ciotat. Voilà. Ouais, ouais. En bureau d'études, quoi. En bureau d'études, mais Gilles était super parce que j'avais le droit de faire du mini. Si j'avais bien fait mon boulot, il était déjà hyper progressiste. La tâche est terminée, tu peux aller naviguer, quoi. Donc ça, c'était top. C'était top. Et quand je lui ai dit je vais faire la mini, ben il m'a dit ok. On a trouvé un arrangement et je suis partie en Bretagne. Et après, par contre, ben j'ai été vacataire. J'étais prof de techno, prof de physique. J'ai connu le centre de la Bretagne en collège, les enfants super. Mais c'est une sacrée vocation aussi. Et j'ai enseigné aussi à l'INSA à Lyon. Alors bon, pour la planète, c'était pas terrible, mais on regroupait les cours. J'enseignais la transfus de puissance, des choses d'aujourd'hui. Je pense que je fais la brasse coulée, mais à l'époque, ça allait. Et ensuite, à Lorient, eh ben, mon premier job à Lorient, c'est quoi? Ça doit être chez Arquois, qui était du coup dans les bâtiments de Piriou aujourd'hui sur la nôtre qui est roman, grâce à Benoît Lequin, qui lui avait un projet de traversée de l'Atlantique, qui cherchait un directeur général délégué. J'avais 28 ans et écoute, j'ai pris le poste, hyper intéressant, hyper prenant humainement parce que tu as la responsabilité des gars, quoi. Et ça, c'est une sacrée charge. Et on sort de sauvegarde et puis l'investisseur, il a décidé de vendre. Donc, j'ai licencié tout le monde et je me suis licenciée. Ça, c'est une sacrée expérience aussi. Et du coup, après, je travaillais à Naval Group. Enfin, DCNS à l'époque, mais Naval Group. Et là, j'ai fait 3 postes différents, du bureau d'études, des risques et puis des offres industrielles. Et après, je voulais retourner sur le terrain. Du coup, je suis retournée à l'atelier métallurgie avec les gars qui soudent et tout. Et là, je me suis hyper bien entendue parce que c'est eux qui font, quoi. Après, c'est des métiers un peu durs. Donc on est à Naval Group avec ces métiers durs, mais c'est des métiers qui te plaisent? Oui, 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 bah, c'est surtout que t'apprends. Moi, j'apprends beaucoup. C'est de la soudure, c'est de la conception avec des tôles. Bah, c'est sur des navires de guerre et de combat, mais aussi de surveillance. Hein, ils font que ils protègent notre liberté, ils préservent notre liberté quand même. Donc ce qui est important pour moi, mais c'est vrai que les gars, c'est des métiers qui sont usants physiquement. Il y a les 3-8, mais c'est engagé en fait. Et je crois que mine de rien, les choses qui sont engagées, ça m'intéresse. Les gens engagés en général et tout ce que je peux faire pour améliorer leurs conditions de travail, améliorer
certes aussi les mouvements, etc. Ça m'a vraiment très intéressée. Et puis c'est un échange. C'est un échange. Et c'est eux qui font, c'est eux qui fabriquent, quoi. Nous, ingénieurs, c'est top, hein, mais on dessine, on imagine, et c'est d'autres qui fabriquent. Et d'avoir jusqu'au bout de la chaîne, en fait, c'est super intéressant, en tout cas pour moi. Et dans mon métier aujourd'hui, d'être aussi en relation avec ceux qui réparent, souvent, c'est important. Tu as évoqué, tout à l'heure l'achat de ton Mini. Hem, Ce circuit de la Mini qui parle évidemment à bon nombre de nos auditeurs, hein, qui parle à plein d'amoureux de la course au large. C'est quand même souvent là que tout commence. Heu, il naît comment ce projet-là et il va t'emmener jusqu'où? Alors, ce projet naît donc sur les Tours de France à la voile, comme moi j'étais pas du tout une barreuse, j'avais jamais fait de voile olympique et pas vraiment d'optimiste du coup. Sur les Tours de France avec l'INSA, j'ai fait piano, on m'a un peu fait faire numéro 1, réglage. J'ai pas non plus à l'époque une vraie spécificité et cette vraie sensation fluide avec comment régler les voiles et la barre, sortir le bateau avec ses fesses, je connaissais pas quoi. Et donc je me suis dit c'est aussi pour avoir son propre projet et pouvoir continuer à naviguer. Hein. Les femmes à l'époque, on n'embarquait que rarement en équipage sur les challenges d'hiver et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Un défi, un nouveau challenge. Je vais faire du mini. Et donc, du coup, j'achète sur Internet sans voir le bateau quand même. Je fais le virement à un Italien sans voir le bateau. Me voilà partie en train, acheter le bateau à Gênes. Et le gars, Giancarlo, il s'appelait. Et il m'avait fait le plein de mon petit Yam. Et il m'a dit, c'est par là. Bon, alors Bernard Malaré m'avait quand même fait la nave, tout bien expliqué. J'étais pas complètement lâchée en 2004, mais j'ai fait Gênes, La Ciotat. C'était toute seule. Et là, t'étais dedans et j'avais choisi d'y être, donc j'avais pas à me plaindre, quoi. T'avais jamais passé, une nuit en mer seule à la barre d'un bateau? Non, seule, non. Non, non, avec du monde, hein, bien sûr, mais seule, non, jamais. Jamais, jamais. Et tu vas après. Moi, je suis d'une génération, en tout cas, où t'apprends sur le tas, quoi. Tu En vas faisant. en faisant, voilà. Et là, c'était à vitesse grand V quand même, c'est sûr. Et je me suis sentie toute petite, démunie. Pourtant, tu longes des côtes sympathiques, hein, Monaco, Mandelieu, Saint-Trope, les îles, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est déjà une énorme aventure pour moi, quoi. Ouais, voilà. Et où ça va me mener? Écoute, ça mène en Bretagne, à Lorient, où j'ai posé mes bagages à ce moment-là, pendant une vingtaine d'années quand même. Et fait des rencontres et continuer à progresser. Ensuite, fait du Figaro 2. Fait un peu Figaro 3. Et c'est là où c'est la naissance de Lorient la base aussi, avec le pôle course au large où j'étais au conseil d'admin, etc., etc. Et puis ma rencontre avec Bertrand aussi Castelnerac, à qui je prêterai mon projet sur une mini parce que moi j'étais allergique aux guêpes et que j'ai pas pu partir, donc je lui ai laissé mon bateau, mon sponsor. C'était quand ça? En 2008, 2009, ouais. Ouais. Et on fera l'âge 2 heures ensemble. Et puis, c'était bien. Un excellent numéro 1 qui est très bon marin aussi quand même. Et avec qui j'ai beaucoup appris aussi quand même. On peut pas sur l'eau et tout. Hein. Tu parles, tu as parlé de Bernard Malaré, tu parles, de Bertrand, je crois qu'il y a aussi, Xavier Roard, notre, médaillé de bronze aux Jeux d'Athènes en star et double champion du monde de star. C'est des personnes aussi qu'on comptait, qui c'est qui jalonne, hein, justement, ce parcours, qu'est le tien? Est-ce que,
Voilà, il y a des noms là déjà qui sont, sortis, ça a été des rencontres, c'est toi qui es allé les chercher? Non, 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 en fait, j'ai pas parlé de Quito de Pavant aussi, mais en fait, c'est tous ces gens-là, c'était des amis de mon père, des amis proches de mon père, en fait. Et quand j'aurais dit un jour que je voulais faire du mini, de la course au large, ils ont fait bon, de toute manière, on l'en dissuadera pas. Donc la seule solution, c'est de faire comme si c'était notre gamine. Et il y a eu vraiment un élan de soutien, de générosité des gens de mer. Et franchement, ça, en mer et sur l'eau, c'est vrai, mais c'est vrai aussi à terre. Donc, pour moi, c'est les meilleurs exemples. La Brolaise qui arrive de l'escrime et qui décide de faire du bateau et de la course au large. Ils ont, ils, ils ont dit qu'il allait falloir mettre quelques jalons, règles et soutiens, etc. Je me souviens que Bernard a appelé Jean-Yves Bernot. Il lui a dit là, il faut que tu l'apprennes. Du coup, j'ai passé une semaine avec Jean-Yves chez lui à La Rochelle. J'ai eu cette grande chance de pouvoir passer une semaine chez Jean-Yves Bernot à parler météo, à échanger météo, essayer de comprendre tout ce qu'il disait aussi. Et oui, et c'est plus en lien avec ma famille et tous ces gens-là, en fait. Ouais. Ils t'ont accompagné. Ils m'ont accompagné, ouais. Ouais. Ils continuent quand même. Hein. Tu sais, je suis pas seule, quoi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est cette générosité, le soutien des gens de mer. C'est pas des phrases en l'air, en fait. Tu as des modèles, Luce? Des icônes, des modèles? Oula. Ouais, Hélène MacArthur. Hélène. J'ai trouvé que à peu près mon âge de mémoire et, et cette force, cette vitalité, cette abnégation, cette ténacité. Ouais, je, je l'ai rencontré qu'une fois à l'occasion d'un Tour de France à la voile, mais ouais, Hélène MacArthur. Ensuite, Éric Tabarly quand même, parce qu'il était très novateur en technologie pour l'époque, etc. Et il se donnait les moyens d'essayer. Et puis la rigueur de Franck Camas, quand même, aussi, mine de rien. Que dans un des boulots que j'ai exercé, parce que je travaillais chez Race for Water, et donc on était sur l'ex-planète solaire, en fait, aux Bermudes en bateau event. Pendant la coupe de l'Américain en 2017? Aux Bermudes et du coup de voir au diapason comment il menait cette équipe, etc. C'est vrai que c'est un modèle de discipline, Franck. De mon point de vue, en tout cas. Et après, c'est sûr qu'un Yves Parlier qui répare comme ça et tout, c'est incroyable aussi. C'est MacGyver de la mer un peu, tu vois. Le mot réparer, il revient souvent dans ton vocabulaire. Ouais. Bah, parce que j'ai peut-être des trucs à réparer. Hein. Oui, et parce que les ressources sont pas infinies, quoi. Alors on fait du bateau à voile, c'est très joli les bateaux à voile. Enfin, on peut aussi faire du bateau à moteur, hein, mais les ressources sont pas infinies et il y a quand même ce côté où le bateau qui pollue le moins, c'est celui qui existe déjà. Donc l'améliorer, le réparer, l'optimiser. Et puis pour arriver au bout, en face, une transat, un Vendée Globe, bah il faut savoir réparer parce qu'il t'arrive toujours un truc en mer. Faut arriver au bout avant de pouvoir éventuellement imaginer le gagner ou faire un bon truc. Donc ouais, réparer, ouais. Bah, ça nous mène à la création de alors on dit Océan First ou Ocean First? Ocean First. Un peu à l'anglaise, ouais. Je parle pas hyper bien, mais
Mais c'est pas grave, en tout cas, la création est là, l'idée est là de ton bébé, en fait, Ocean First en 2019. Ouais, un petit peu, ouais. C'est surtout de partir de l'idée de quelque chose avec des matériaux neutres pour l'environnement et se dire pourquoi on n'essaye pas de remplacer ou à voir à quel coût et si ça tient et technologiquement et économiquement. Et d'aller au bout du projet et de gérer ça. Et donc, je dessine un crowbar et puis avec la technologie aujourd'hui, impression 3D, on arrive quand même à faire des choses avec moins de perte de matière, etc. Et du coup, premier produit qu'on peut trouver un peu partout, c'est pour éviter que les écoutes de spi traînent dans l'eau. Voilà, on mettait des bouts de tuyaux en plastique autour de France sur les phares 30 et je me suis dit oula, on peut faire autre chose et c'est parti de là l'idée. On développe avec l'INSA, on va dire un scotch et on essaye de voir si ça peut tenir et qu'il soit neutre pour l'environnement. Ça, ce serait bien. Ça avance. Tous les ans, on fait un petit projet de fin d'études avec les étudiants à Rennes. Après, je suis pas une commerciale. Moi, c'est l'idée, faire et après. Alors heureusement que j'ai mon deuxième métier, hein, parce que sinon. Alors justement, on va en parler un peu plus peut-être, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, Ouais, c'est vrai que j'ai un brevet, c'est incroyable ça. avoir une idée et au final, qu'il y ait une société qui existe, un brevet, donc puisque tu viens d'en parler, heu, comment toi, comment toi tu as mis tout ça en marche? À quelle porte tu es allé taper? Comment on monte en fait un projet comme celui-ci, une société comme celle-ci? Euh, je suis un mauvais exemple, peut-être. En fait, j'ai vu un comptable qui m'a conseillé sur un type de structure. Ça, c'est accompagné comme ça. Et puis, ben, la chance d'avoir quand même dans le réseau des amis de mes parents beaucoup de gens chefs d'entreprise qui ben, sont à l'écoute et qui conseillent. Et puis ensuite, comment ça s'est passé? Il y a l'IRMA, l'Institut régional des matériaux avancés à Lorient, avec qui je travaillais et collaborais, et qui était motivé pour ben se développer aussi dans le milieu du nautisme, hein, parce qu'ils font du prototypage rapide, etc. Donc pour certaines pièces de bateau, c'est quand même pas mal. Ça évite des problématiques de moule ou de perte de matière importante et de poubelles. Et donc de fil en aiguille, ils m'ont quand même soutenu dans toute la démarche du dépôt du brevet. C'est eux qui l'ont fait. D'ailleurs, je l'ai récupéré que quelques années après, mais je suis l'inventeur effectivement. Et puis après, des sociétés, bah, des potes du mini, hein, qui disent allez go, on te les distribue, quoi. Thibaut, d'ailleurs. Et puis c'est comme ça. Après, faut quand même croire. Faut jamais rien lâcher non plus, quoi. J'ai dû le dire 10 fois aussi dans l'interview, mais quand on veut, on peut. Je crois que j'ai été éduquée comme ça et j'ai pas d'enfant, mais c'est ça le message que je transmets, même aux étudiants. Si vous voulez, vous pouvez, vous trouverez la motivation, vous trouverez la volonté, vous trouverez le moyen de faire, quoi. Là, rien lâcher. C'est quoi les prochains rêves? C'est quoi les rêves là? Alors, j'aimerais bien retraverser en course quand même, soit en solo, soit en double, peut-être en double quand même. Et du coup, et à pas trop cher, entre guillemets. Et il y a du niveau. Et du coup, ce serait une tranche quadra, ouais, parce que j'ai l'âge, ça y est, depuis 4 ans. Ouais, du 40 pieds aussi, mais j'en parlais au début. Si tu veux être compétitif, il faut arrêter ce que tu fais à côté, je pense. Les moyens et les enjeux financiers sont hyper importants à mes yeux par rapport à ce que je vais pas me faire des amis, mais on est seul ou en double à naviguer, quoi. Donc voilà. Et ça n'a pas la notoriété du Vendée Globe, donc ou de l'ultime. Donc voilà.
Ouais, oui, mais du coup, pas m'auto-financer une Transquadra parce que ça reste quand même très cher, mais trouver un fonctionnement, un bon bateau à réparer ou en tout cas optimiser et faire une Transquadra. Ouais, carrément. Et continuer à naviguer en équipage parce que finalement c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est riche. On apprend tous les jours, quoi. Ouais. Et continuer à avoir un pied sur terre. Ça reste important. Eh oui, un pied sur terre, ouais. Ouais, ça reste hyper important, ouais. Enfin, en tout cas pour moi. J'ai jamais peut-être vu la course au large comme un métier à part entière. Parce qu'il y a une part de rêve pour moi. Et du coup, le rêve n'est pas un métier, quoi. Et on vit pas des rêves, quoi. Voilà. Mais ça, c'est mon éducation. Oui, parce qu'il y en a qui en vivent de ce rêve-là. Exactement, et c'est très beau et je les félicite et tout, mais moi j'y arriverai pas, je serai pas en phase avec moi-même, quoi. Voilà. À 44 ans, puisque tu dis que ça y est, hein, tu as l'âge de la Transquadra. Oui, bah oui. Tu te sens en phase avec toi-même? Ouais, depuis pas super longtemps, mais ouais. Ouais. Avec ce métier que je fais, j'ai fait beaucoup de métiers aussi dans ma vie. J'ai cherché beaucoup où et aujourd'hui ce métier remplit toutes mes attentes d'échange avec les gens, de solutions de la mer et dans ma vie aussi. Ouais. Je voyage quand même encore beaucoup. Il n'y a pas une routine. La routine m'ennuie. Donc là, c'est sûr qu'il n'y en a pas, quoi. Bah là, décris-nous un peu récemment ou dans pas longtemps, ce métier dont tu parles, ce métier qui te permet de garder le pied sur la terre, il va t'emmener où? T'es appelé sur quoi? Ça se passe comment? Décris-nous une journée, une journée où t'es appelé, une journée où tu dois aller. Alors en fait, du coup, tu reçois une mission quand et puis t'acceptes ta mission et puis c'est une mission, voilà, c'est marrant. Et donc tu vas soit constater les dommages sur un bateau, puis comment on peut le remettre en état. Après, tu fais un rapport, donc ça peut, voilà. Et la semaine dernière, par exemple, on faisait des mesures d'épaisseur par ultrason pour vérifier tous les 5 ans sur certains bateaux. Là, c'était un remorqueur, le Robuste à Lorient. Et du coup, j'étais dans les cales du Robuste à vérifier que sa structure était encore bonne pour 50 plus au moins, voire. Et là, ça allait, tout allait bien. Voilà, c'est ça. Après, j'ai fait des missions en Sardaigne, ça c'était sympa. Fallait réceptionner un bateau pour quelqu'un, donc en général c'est des très beaux bateaux, donc j'ai cette chance là aussi, avec des gens charmants forcément. Non, voilà, il y a pas de. Et puis après, tu estimes la valeur des bateaux. Pour les gens qui veulent s'en séparer, c'est pas forcément facile de se séparer d'un bateau en plus. Et puis pour les gens qui veulent en acheter un, donc c'est des échanges. Et puis le but du jeu, c'est que tout le monde navigue en sécurité. Donc ça, franchement, c'est la priorité à chaque fois quand j'expertise ou que je vois un bateau, c'est que est-ce qu'il y a tout pour que les gens soient en sécurité si ça part en cacahuète. Ça peut venir vite en Méditerranée surtout. De quoi est-ce que tu es la plus fière ou la plus heureuse aujourd'hui? Quand tu te retournes un petit peu? Oula, une grosse question. Que ma sœur et moi, on soit debout. Je sais pas. Ouais. Ça, et puis de vivre et d'être libre. Tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, la Transquadra, on te retrouve quand au départ de la Transquadra? Parce qu'il faudra qu'on soit là. Et voilà, ne mettez pas une croix tout de suite dans l'agenda, il faut que je trouve un bateau d'abord. Bon, bah, à bon entendeur, hein, si, il y a même des bateaux, même un peu à réparer, parce que vous aurez compris que Luce, elle répare, hein, donc il y a pas de problème. Heu,
Bah, écoute, c'est ce qu'on te souhaite d'aller, malgré tout vivre ce rêve-là, même si, on ne vit pas forcément des rêves, mais en tout cas, d'aller en vivre quelques-uns, c'est pas mal. Ah ouais, c'est génial quand même. Tout à fait. Et puis que tout le monde revienne du Vendée, quoi. Ouais, c'est ça quand même. Tu le vis comment toi tu les vis comment les Vendées? Tu vas le vivre comment celui-ci? Je vais le vivre derrière l'ordi ou la télé, ce départ. Ben, toujours un peu, comment dire, de stress que tout le monde rentre à la maison, quoi. Ouais. Parce que ça, c'est le côté un peu négatif du métier, quoi. Ce côté négatif du métier, c'est que ben tu sais comment c'est fait les bateaux, quoi. Et tu sais un peu les petites zones auxquelles il faut faire extrêmement attention. Le fait d'avoir navigué, bon, je suis jamais allée dans le Grand Sud, bien sûr, mais tu sais à quoi tu peux t'attendre un peu et c'est pas facile, quoi. Je les admire. Moi, je serais incapable de faire ça. Seuls 3 mois à parler à... Je deviendrais dingue, moi. Il y en a que tu connais particulièrement des skippers, qui partent, des 40 skippers qui partent? Un peu quand même. Bah, Seb. Seb Marcet, bien sûr, qui va faire son premier Vendée. Ouais, voilà. Clacla, Tanguy, Sam, Romain, Yannick. J'avais failli bosser pour lui. Alors là, pour ses hydrogénérateurs, ouais, j'en connais quand même quelques-uns, ouais. Au moins la moitié de la flotte. C'est l'avantage quand même dans ce milieu d'avoir commencé il y a quand même quelques années. C'est que tu les côtoies et que comme t'étais pas nombreuse au départ, bah, en tout cas, ils se souviennent de ma charmante voix, au moins. Voilà. Bah, elle est bien ta voix. Ouais, elle est spéciale. À Lorient, c'est la voix de Lorient, tu vois. D'accord. Sur un plan d'eau, fallait pas que j'annonce trop les risées parce que sinon tout le plan d'eau était au courant. Voilà, voilà. Mais non, mais oui. Donc, du coup, je vais vivre bien, que le meilleur gagne, tu vois. Ça, c'est sûr. J'ai pas de favoris. Après, j'ai envie qu'ils rentrent tous à la maison, quoi. Bon, on va vivre, ça évidemment, nous aussi derrière nos écrans, hein, forcément avec, passion et puis, on va te remercier Luce d'avoir passé, ce temps-là avec nous, d'avoir, échangé avec tant de sincérité. Puis on va te laisser avec, la chaleur et les cigales du sud. Tu as bien de la chance. Et ben, merci à vous, en tout cas. Et puis, bon vent à tous. Merci Luce d'avoir été l'invitée de Navigante. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.